La faïence est belle mais chère, comptée pour un service de table de 15 000 à 100 000 francs. Certains amoureux ne s'achètent que quelques pièces par an, un bon système à condition de tout ranger au premier signe de rage conjugale. L'évocation maintenant d'un loisir qui attire en France des millions de gens, sans doute pour le calme, pour l'adresse ou le plaisir du lancer. Il s'agit de la pêche et nous allons parler de la pêche à la mouche. Aujourd'hui, il existe des parcours sélectionnés, par exemple celui-là, dans le département de l'Yonne. Les années 90 seront celles de la pêche à la mouche. La phrase peut paraître un peu sentencieuse et pourtant, l'essor de cette discipline est spectaculaire. Ils sont déjà plus de 50 millions d'adeptes aux États-Unis, George Bush en tête. Longtemps considérés en France comme les aristocrates de la pêche à la ligne, les moucheux sont aujourd'hui de plus en plus nombreux. La demande croissant, certaines associations de pêche ont décidé de leur consacrer des parcours sur mesure. Malgré quelques tiraillements chez certains pêcheurs qui étaient habitués à pêcher sur ce parcours assez magnifique, nous avons pu obtenir l'accord quasi général de réserver ces 2 kilomètres uniquement à la mouche fouettée. 2 kilomètres de bonheur pour ces passionnés de la faune aquatique, car la pêche à la mouche, c'est avant tout un don d'observation. Il faut essayer de voir quel genre d'insecte est pris par le poisson et mettre l'imitation qui le convient à ce moment-là. L'imitation, l'art du moucheux, reproduire le plus exactement possible les insectes habituellement mangés par les salmonidés. Un travail de haute précision. On répertorie combien de sortes de mouches? Environ 500 000 insectes aquatiques. 500 000 insectes aquatiques, mais on a des mouches de base qui sont environ une dizaine de modèles, qui sont des modèles passe-partout, que l'on retrouve à peu près sur toutes les rivières de France. Reste ensuite à savoir bien présenter la mouche, bien la fouetter, lui donner un comportement crédible pour la truite. Ici, sur l'Ouane, à moins de 150 km de Paris, pour 100 francs par jour, débutants et pros peuvent désormais donner libre cours à leur passion. Pendant l'hiver, dans beaucoup de fermes en France, règne une intense activité. Par exemple, aux Fraiches, près de Villeneuve-de-Marsan, dans les Landes, tout s'organise autour du gavage des oies, la distillation de l'armagnac, sans oublier le fameux tu-cochon. En hiver, la terre des Landes, comme toutes les terres de campagne, se repose. Mais dans les fermes, l'activité se poursuit, notamment avec l'une des plus anciennes traditions rurales, le tu-cochon. Une coutume qui va comme beaucoup d'autres disparaître un jour ou l'autre. Ici comme ailleurs, le confort, la modernité et le besoin tout simplement de gagner sa vie vident peu à peu les campagnes. Et pour ceux qui restent, cette activité jusqu'à maintenant nécessaire n'est plus que tolérée pour des raisons sanitaires. Pour l'instant, on nous laisse tuer les cochons à la maison. Il était question à un moment donné de nous faire tuer les cochons à l'abattoir, mais c'est pas pour ça que c'est plus propre ni chose. Bon, et puis tout le monde n'a pas les moyens d'aller porter son cochon à l'abattoir. Bon, tandis que le tuer à la maison, on le prend dans la cour, on le tue, quoi. Autrefois, la famille Labadie tuait 3 cochons en fin d'année. Aujourd'hui, on s'en contente d'un seul, peut-être le dernier. Car élever et nourrir un cochon coûte cher. Et puis les enfants ont quitté la ferme et personne ne veut prendre la relève. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça alors? On va le mettre en conserve, les jambons dans le saloir, 1 mois, et après on les sort du sel et on les met en suspens, on les fait sécher. Et vous pouvez manger combien de temps avec un cochon? Ça c'est la cuisinière qui se débrouille, enfin on essaie de l'avoir pour l'année, quoi. Disons que quand la famille est assez importante comme la nôtre, avec un cochon c'est presque juste. Si les enfants participent de moins en moins aux travaux de la ferme, la famille est en tout cas réunie pour le jour du tu-cochon. Enfants, petits-enfants, cousins et même quelques voisins se retrouvent autour de ce qui continue d'être une fête, une récompense du labeur de l'année. Mais une fois saigné, il ne faut pas perdre de temps avec un cochon. Et si les hommes continuent de discuter à table, l'après-midi, les femmes, elles, sont déjà au travail pour la confection du boudin.
homme, quand il a soigné son cochon toute l'année, il ne tient pas, je pense, à cuisiner le cochon par la suite. Et puis à la campagne, c'était bon, c'est une coutume ancienne. Hein. Le boucher, lui en tout cas, continue son travail en solitaire sous l'œil attentif de la maîtresse de maison. Découpe méticuleuse, rien ne se perd dans un cochon. La graisse, normalement, sert à couvrir les confits. Mais à présent, avec les congélateurs, la graisse est beaucoup moins employée, ce qui fait que je pense que la graisse va servir pour mettre dans les maïs, pour ne pas blesser le jabot des canards. Il est très bon. Si le boudin cuit peut se consommer dès le lendemain de la mort du cochon, les autres pièces seront soigneusement salées et conservées. Dans 6 mois, les jambons seront mis à sécher. C'est bien connu, c'est en hiver que la campagne fait ses provisions. Entre les vignes de la région de Villeneuve-de-Marsan, une autre animation fébrile agite la campagne, le passage de l'alambic. Cette machine infernale va de ferme en ferme pour produire la fameuse eau-de-vie de la Gascogne, l'Armagnac. Les fûts de chêne attendent la distillation pour recevoir le précieux liquide. Ici, l'alambic fonctionne en continu, 24 heures sur 24, sous l'œil attentif des bouilleurs. Le bas Armagnac se fabrique encore au feu de bois. La façon de distiller est déterminante dans la qualité finale de l'eau-de-vie. Et là, c'est parti pour 11 heures de temps, pour remplir la pièce. C'est une bonne année pour la qualité, mais pour nous, non. Nous tournons jusqu'au mois de février et quelquefois au mois de mars. Là, cette année, à Noël, on a fini. Et là, on n'y peut rien, c'est le temps. Il est très parfumé. Il est très bon en bouche. Je pense que d'ici 10-15 ans, excellent. Excellent aussi sera le goût de cet Armagnac que l'on projette abondamment sur les tourtières. Dessert favori des Landais, elle se conjugue avec des pommes ou des pruneaux. La vraie tourtière se faisait sans rien, avec de l'Armagnac, du beurre de sucre. Ça, c'est la vraie de vraie. Autrefois, c'était pour les mariages, les baptêmes, les communions. Maintenant, c'est un peu plus répandu. Mais ici, on ne peut pas parler de gastronomie traditionnelle landaise sans évoquer la principale richesse économique du pays. Le département des Landes est le premier producteur de canards. Autant dire qu'en cette saison, on ne chôme pas dans les fermes. Madame Labadie élève 120 mulards, sa principale source de revenus. Décembre est donc une période intensive avec les 3 semaines de gavage. Ouais, ça prend beaucoup plus de temps et puis il faut le gaver 3 fois par jour. Alors que le canard, 2 fois lui suffit. Mais en goût, je vous dis, moi personnellement, je préfère le canard. Qui dit canard dit plumade. Dans certaines fermes, on la fait encore à l'ancienne pour de petites quantités. Plumes et duvets sont vendus, là encore un travail de femme et une nouvelle occasion de papoter gaiement. On discute des enfants, de la famille, et comme dans le bon vieux temps, on parle des hommes du coin. En bien ou en mal, selon leur goût. Selon qui sont intéressants. Moi, je suis très critique maintenant pour les hommes. Le canard est ensuite ébouillanté afin de lui retirer les plumes des ailes. Il sera ensuite refroidi pour permettre la découpe. Ici aussi, comme dans le cochon, rien ne se perd. Mais l'on est impatient de découvrir le trésor, le fruit de son élevage, le foie. Et ça va se vendre combien, ça? 200 francs le kilo. 200 francs le kilo. Après avoir récupéré et nettoyé les foies, pas une minute à perdre non plus. Il faut séparer le magret et surtout faire les confits. Autrefois, ceux-ci devaient mijoter dans de grandes bassines en cuivre. Là encore, une tradition qui se perd. Les jeunes donc partent à l'extérieur pour le travail et qui n'ont plus le temps de faire leur conserve. Et puis il y a tellement de facilité pour se procurer la nourriture qu'ils ne prennent plus la précaution de faire des conserves. Et pourtant, la boutique de Madame Secato à Villeneuve est en effervescence depuis novembre. Ici, on sertit en pleine saison 60 000 boîtes. Une production locale en partie destinée à la vente. Faire la vente, c'est familial, c'est les conserves familiales pour beaucoup. C'est pour vous? Non. Et ça va où, ça? Eh bien, ça va en Paris, Houston ou Nouméa. Voilà bien le paradoxe de petits producteurs confrontés à une forte demande, mais aussi à une forte concurrence étrangère. Face à une compression des prix, combien de temps ce mode artisanal pourra-t-il encore survivre? De belles images de campagne et une partie de notre mémoire collective risquent à terme de disparaître.
Quand on a la chance de déguster du foie gras, eh bien en France, on aime bien de temps en temps ouvrir une bouteille de Sauterne. C'est l'un de nos grands vins et ça nous conduit maintenant dans cette région du Bordelais. Pourquoi ? Eh bien parce que le Sauterne garde tout son mystère. Un mystère qui commence avec les vendanges. Elles se font grain par grain et elles peuvent durer parfois jusqu'au mois de novembre. Voyez, c'est un vin quand même qui a bientôt 80 ans. Et il a une tenue en grand formidable. Quelle classe. Comme toujours, depuis bientôt 2 siècles, la cloche appelle les vendangeurs du château Laforie-Péraguet. Ici, le vin a une histoire et déguster une bouteille de 1914 invite à un voyage dans le temps au pays des traditions immuables. Première surprise, ici, le raisin est pourri, mais d'une pourriture noble qui concentre l'alcool, donne sa force au Sauterne et dont les vendangeurs guettent l'apparition jour après jour. Alors vous savez, vous voyez, vous avez souvent là, du noir et puis du blanc. Quand il y a plus de blanc, il n'a pas fini de pourrir, donc il faut le laisser. Et le aigre, vous voyez, c'est ça. Là. Le aigre, c'est ça. Donc ça, c'est pas bon. Pour le vin, c'est pas bon. Autre ennemi du Sauterne, la pluie. Pour être bon ici, le raisin doit être sec, presque comme un fruit confit. Bon, voilà. Là, il n'y en a plus. Rien qu'à l'œil, on voit déjà si c'est bon à prendre. Hein. Déjà ça. Il y a du temps. Oh, là, ça, là, ça peut atteindre. Là, ça peut atteindre largement. Il ne faut pas qu'il fasse 15 jours de pluie ou 3 semaines. Parce que ça se lavera toujours. Faire du vin en Sauterne s'assimile parfois à de l'orfèvrerie. Et quand le Botrytis cinerea, nom joliment savant de la pourriture noble, se transforme en poussière, le mystère s'épaissit. Pourquoi ce pressoir, qui date des années 20, est-il tellement indispensable? La question a fait passer quelques nuits blanches à moult œnologues distingués. La réponse vient d'être découverte. Grâce à la science moderne, elle est pourtant très simple. C'est parce que ce pressoir vertical est lent. Avec un pressoir à l'ancienne, il faut 2h30 pour remplir une cuve. 2h30, c'est long. Pendant ce temps, le jus et la pulpe restent en contact avec la pellicule du raisin, pellicule qui offre au vin tout son arôme. Il n'y a pas d'école pour travailler à Sauterne. Ça, c'est un travail qui se fait de père en fils. Il faut savoir, il faut avoir ça en tête, et puis c'est tout. Il faut suivre les traditions, et puis voilà. Et puis, le Sauterne travaille, seul, dans ses fûts de jeunes chênes. Il fermente. Ce vin, c'est plus qu'un vin, c'est un mystère. Et au fur et à mesure des années, bien, on a compris ce qui se passait, quelle était l'importance donc, de chacun des éléments qui étaient imposés par la tradition. C'est une recherche, c'est une approche constante et c'est surtout une grande part de modestie parce que je crois qu'on a découvert un certain nombre de choses. On va pas tarder à en découvrir d'autres, mais on a encore du travail pour 150 ans au moins. C'est vrai que ça reste encore le vin le plus mystérieux du monde. Que le Sauterne soit vieux d'1 an ou d'1 siècle, c'est un vin puissant et complexe. Les hommes qui le font ont le sentiment d'être investis d'une mission, sauvegarder ces traditions pour qu'en l'an 2092, on puisse boire du Sauterne encore et toujours. Un problème dont on parle souvent dans l'actualité maintenant, c'est celui de la désertification, des campagnes qui se vident. Et quand il n'y a plus assez de monde, eh bien, il y a des conséquences. Par exemple, les trains ne s'arrêtent plus et les gares sont abandonnées. Eh bien, la SNCF, parfois, a décidé de vendre ces gares. Exemple, en Alsace. Saint-Hippolyte, personne ne descend. Il était une fois une jolie gare du Haut-Rhin, avec des voyageurs qui avaient le temps, des passagers contents de recevoir le salut du chef de gare. C'est triste, tout part, tout fout le camp. Une gare qui s'en va comme ça, c'est quelque chose pour moi qui est comme une dent qui part de son corps, quelque chose qu'on ne retrouvera jamais. C'est la date de naissance de cette belle gare en grès des Vosges comme la cathédrale de Strasbourg. Ici, on entreposait les marchandises jusqu'au toit. Elles partaient de Saint-Hippolyte, le très beau village, trop souriant, trop confiant, qui avait cru en sa gare. C'est fini. Fini le temps où les trains s'arrêtaient, parce que c'était joli. Elle a été construite là quand le château de Königsbourg a été construit, quand l'empereur d'Allemagne, Guillaume, venait, c'est pour ça que ça a été construit. Oui, parce que la petite gare était de l'autre côté.
Le Kaiser a disparu dans la tourmente en laissant sa gare à acheter 600 000 francs, bruit compris, après vente aux enchères. Vous ne savez pas la grande nostalgie que j'éprouve. Vous Je me rappelle encore quand j'étais gamine, les trains s'arrêtaient là en bas à 7h, 7h30, et les gens venaient de Strasbourg, Colmar, Mulhouse et ailleurs, même de Bâle, et ça montait ici en procession. À 9h, la terrasse, la Gartenwirtschaft, Tout était rempli. comme on disait à l'époque, était remplie de monde, avec leurs rucksacks, ils déballaient leur pique-nique ou casse-croûte, comme on dit, et puis ils buvaient un pot, prenaient un café, et puis die Bierhangst von Straßburg an der Berg getrunken. Non loin de là, la gare de Viroval n'a pas résisté davantage. Il n'y a plus ni train, ni voyageurs. La voie est libre et la gare a acheté pour 500 000 francs. Le guichet murmure encore, s'efforce d'écouter le bruit de la cuisine familiale dans cette gare où des enfants ont ri. Des gares qui sont à vous si vous savez écouter les trains. Si beaucoup de gares ne sont plus utilisées aujourd'hui, il existe en revanche toujours autant de passionnés par les locomotives à vapeur. Le petit train de la baie de Somme, le train d'Épines, le train de la Mure, et puis le train du Vivarais, entre Tournon et Lamastre, en Ardèche. Chaque année, il nous offre une très belle fête et l'occasion de faire une magnifique promenade. De la fumée et des bougies. Pour un centenaire qui se porte bien, nombreux étaient ceux et celles qui, souvent en costume d'époque, voulaient fêter le chemin de fer du Vivarais, une ligne des matériels qui font l'admiration de tous. Je pense que le succès de ce train vient du site exceptionnel, qui n'est pas accessible par la route, la qualité exceptionnelle du matériel, qui a d'ailleurs pu être récupéré immédiatement, et je pense aussi la volonté d'un groupe de passionnés, à la fois très bien informés des questions techniques du chemin de fer, et je dirais de l'économie du chemin de fer. Ils ont été capables de gérer ce projet, de le mener à bien. Depuis juillet 1969, date à laquelle ils ont repris la ligne abandonnée par la SNCF, la trentaine de bénévoles conduite par Jean Arrivetz a transporté près d'1 million de voyageurs, beaucoup de touristes, mais surtout des amoureux des voyages en train. On connaissait la vallée et on l'a refait avec plaisir chaque fois. Oui, ce matin, on a quand même regardé quel président nous avions en 1891, parce qu'on ne savait pas qui était notre président de la République. Est-ce que vous le savez? C'était Carnot. Et pour Helmut le Berlinois, c'est tout simplement merveilleux. Une surprise extra. Vous êtes prêts à tout faire pour la garder, cette ligne? Nous sommes en train de tout faire pour la regarder. Je crois que tout le monde est partie prenante, et notamment la SNCF qui joue très bien le jeu actuellement. Anniversaire oblige, nous mettrons 2 heures pour parcourir les 33 km qui séparent Tournon de Lamastre. 3 arrêts étaient prévus, l'occasion pour les voyageurs d'assister d'abord à un spectacle folklorique avant de goûter bien sûr à la gastronomie locale. La locomotive n'a pas été oubliée puisque Jean-Pierre Lyonnais, un ancien roulant de la SNCF, lui a donné au total 7000 litres d'eau. On ne fait pas ce qu'on veut. On roule un peu au système de la SNCF avec une réglementation et avec une sécurité. 4 jeunes gens passionnés de train sont actuellement en formation pour devenir d'ici quelques mois les futurs mécaniciens et les futurs chauffeurs du train du Vivarais, une compagnie qui aligne 135 véhicules, 4 locomotives, 4 autorails et 41 voitures de voyageurs, toutes construites entre 1891 et 1932. 45e parallèle, ce sera tout de suite après l'arrivée tant attendue à Lamastre, en fanfare et avec des pétards. Et pour 96 francs aller-retour, vous vivrez la même aventure durant tout l'été, avec en prime la découverte d'une des plus belles régions de France. On va partir en Corse maintenant, que beaucoup de gens connaissent pour ses plages, pour son soleil, ses petites criques ou ses fonds sous-marins. Et pourtant la Corse, eh bien, elle est encore plus attachante dans l'intérieur, dans la montagne. On y découvre presque toujours des personnages étonnants, comme ce berger. Avec ce qui s'est passé le 18 juin 1940, l'appel du général de Gaulle, bien sûr, et les premiers à y avoir répondu, ce sont les pêcheurs de l'île de Saint. Tous les hommes valides ont pris leur bateau pour aller en Angleterre. Ils étaient 137, et ce qui a fait dire au général de Gaulle ensuite, l'île de Saint, c'est le quart de la France. 56 hectares et la mer tout autour. C'est de cette cale que les 23, 24 et 26 juin 40, les Iliens sont partis sur 3 chalutiers.
Par chance, le temps était avec eux. On a décidé de partir parce qu'on savait dans quelle situation qu'on allait tomber. Hein. Parce que voyant tout comment ça se passait sur le continent, elle a des mandats, les Allemands en train de nous canarder sur les bateaux qui passent dans leur accent et tout ça. On ne va pas attendre que les Allemands arrivent ici, on fout le camp. Hein. Autrement, on va être ramassés comme des lapins. Quoi, hein. Alors, c'est pas rester les Allemands à venir. On avait choisi la liberté de partir et d'aller se battre. Ne sont restés sur l'île que les vieillards, les enfants et les femmes. Les anciens d'aujourd'hui étaient très jeunes à l'époque, mais tous ont encore à l'esprit l'appel du général. C'était le soir, et on était tous sur le quai là. Et puis la dame qui avait un poste, elle a ouvert sa fenêtre, et puis on a dit, il y a un général qui va parler ce soir, alors on va l'écouter. Alors on a entendu très bien l'appel. Alors on se demandait, on ne le connaissait pas. On ne savait pas qui c'était le général de Gaulle. On n'avait jamais entendu parler. Mais puisqu'il appelait, il appelait tout le monde, hein. Aussi bien les gradés que les simples matelots. Je crois que c'est tout près, ça, cet appel-là. La vie a continué, mais dans la mémoire, ça reste, et dans le cœur aussi. La réponse des Sénans à l'appel du général était la seule qui vaille, une sorte de patriotisme efficace et de bon sens. Absents en 1940, certains hommes ont quitté l'île dès qu'ils l'ont pu, malgré l'occupation allemande. Il a fallu que je prenne un engagement pour la durée de la guerre, plus 3 mois, quoi. Oui. J'ai fait 2 ans, 3 mois et 16 jours. C'était la liberté aussi que tu es arrivé en Angleterre. C'est quelque chose, la liberté. Ça coûte cher des fois, mais... Oui. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Hein. Ça vous paraît loin aujourd'hui, tout ça? Oh non. C'est le film encore qui me passe des fois, là. Je les vois comme... Si. À l'heure du faste et des commémorations, les anciens combattants ne cherchent pas les honneurs. Ils vont leur chemin et se contentent simplement d'être les derniers héros d'un irréductible petit village breton. Cet appel du général de Gaulle a également été entendu du côté de Morlaix. Quelques jeunes Bretons sont donc partis pour l'Angleterre, mais ils n'y sont jamais arrivés. Une histoire tragique que l'un d'entre eux a écrit sur son cahier d'écolier. Il faut partir. Le père de Jean Guillard m'annonce qu'un général français dont il ne sait plus le nom a, de Londres, exhorté les Français en âge de combattre à rallier l'Angleterre pour se joindre à lui. À partir de là, on a connu De Gaulle, on a su qu'il existait, donc il est devenu le porte-drapeau, hein, notre espoir, quoi. En 1940, Roger Lecor a 21 ans et il veut continuer à se battre. Mon arrière-pensée est toujours de prospecter la côte afin de repérer des bateaux susceptibles de nous transporter en Angleterre. C'est une idée fixe. 15 décembre 1940. C'est décidé. Nous partons ce soir. Allez, adieu. 16 garçons se préparent. Les 5 premiers embarquent au Dourduf sous le nez des gardes allemands et vont à Kerarmel, un peu plus loin, chercher le gros de la troupe. Pour ça, c'est trop de monde, c'est plus que le bateau ne peut conduire. Tant pis, on embarque, je sais pas combien, 3 ou 4. Les autres, on reviendra les chercher après. Et c'est là que Jaco, qui a 16 ans, s'écrie « Ah mais non, ça va pas se passer comme ça. On crève tous ensemble s'il faut, mais pour rester ici, il n'y a rien à faire. » Les voilà partis à 16 sur cette pinasse, direction le nord, vers l'Angleterre. Il fait nuit noire et quand ils sortent de la baie de Morlaix, la joie éclate. Allez, on est sauvés. En route pour l'Angleterre et en avant la Marseillaise. En avant de la patrie. Seulement, la tempête se déchaîne. Leur boussole casse. Ils ne savent plus où ils vont. Soudain, après 15 heures de route, la terre. À un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Mais il y a une fumée qui file le long de la côte là. » Mais c'est un train. Mon Dieu, mais si c'est un train, alors c'est l'Angleterre, quoi. Hein. Et puis François hisse son aviron avec la croix de Lorraine en haut. On est arrivé en face, et puis on avait quand même des doutes. On a donc jeté la croix de Lorraine à ce moment-là. Puis après ça, on a passé dans les rochers qui sont là. Puis là, on a vu les Allemands. Et pour cause, nous sommes à Guernesey, occupés depuis août 40 par l'armée allemande.
On a tout de suite jeté notre valoche où il y avait 2 revolvers et